Alors, mon invité pour ce deuxième segment est une femme qui consacre sa vie à révéler les trésors engloutis de la Méditerranée. Architecte, archéologue et chercheuse, elle dirige depuis plus de 20 ans les fouilles sous-marines du phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Avec ses équipes, elle a permis de mieux comprendre non seulement l'histoire du phare, mais aussi l'ingénierie hydraulique et l'architecture de la cité antique. Elle porte aujourd'hui le projet Pharos, soutenu par la fondation Dassault Systèmes, pour faire renaître virtuellement ce monument mythique. C'est un grand honneur de vous avoir, Isabelle Herry, sur Night TV International. Bonjour. Bonjour et grand merci pour cette invitation qui me touche particulièrement. Je suis une grande amoureuse de l'Égypte et plus particulièrement d'Alexandrie, comme vous l'avez si bien dit. Eh bien, l'honneur est pour nous. Nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir car effectivement, Alexandrie refait la une des magazines archéologiques et de la presse égyptienne suite aux dernières découvertes. Et c'était une occasion pour nous de reparler des richesses donc d'Alexandrie, et vous avez accepté donc cette invitation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a mené vers l'archéologie? Eh bien, j'ai d'abord une formation d'architecte, donc je suis architecte DPLG diplômée française, et au cours de mes études, en fait, j'ai très tôt travaillé dans le cadre des monuments historiques. Donc j'ai été très tôt sensibilisée au problème du patrimoine. Et j'ai décidé de mener parallèlement à mon diplôme d'architecture des études à l'université en archéologie, évidemment avec une orientation vers l'architecture. Et donc, pourquoi? je suis double diplômée. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi Alexandrie pour vos recherches? Alors, j'ai eu l'opportunité, il y a très longtemps de ça, en 1992, en fait, j'ai intégré une fouille en Égypte, alors pas Alexandrie, dans l'est de l'Égypte. J'ai travaillé sur le site, l'ancien site de Tanis, pendant plusieurs années, et je dois dire que je me suis prise au jeu. J'avais l'occasion à l'époque de choisir entre faire une carrière dans les monuments historiques en France et puis définitivement tomber dans l'archéologie. Et en 1996, ma route a croisé celle de Jean-Yves Empereur, et c'est ce qui a été, ce qui a guidé ma décision finale. Alors, on le rappelle, Jean-Yves Empereur, c'est celui donc qui a mené ce projet donc de fouille et de recherche du phare d'Alexandrie. Tout à fait, effectivement. Jean-Yves Empereur a commencé assez tôt à travailler sur le site, sur la fouille sous-marine du phare, suite à ce documentaire extraordinaire qu'avait fait Asmaël Bakri sur les objets qui se trouvaient au musée gréco-romain. Et donc à cette occasion-là, Asmaël Bakri avait demandé à Jean-Yves de faire une expertise scientifique du site avec elle. Et donc il a plongé sur le site, il a découvert le site qui avait évidemment été auparavant mis en lumière par Kamel Abou El Sadat, donc ce plongeur archéologue égyptien qui avait lui-même inventé le site dans les années 60. Mais donc il a fallu attendre 30 ans avant qu'un archéologue se consacre à son étude. Donc c'est Jean-Yves Empereur qui a ouvert la première fouille sur le site. Et qu'est-ce qui rend cette ville aussi particulière ? Alors Alexandrie, mais déjà sa très longue histoire, et le fait que c'est une ville qui a été, comme disaient les Romains, installée ad Aegyptum, à côté de l'Égypte, donc avec un lien qui n'était pas direct avec l'Égypte, puisque le deuxième dossier dont je m'occupe sur Alexandrie, c'est le dossier de l'hydraulique. Et Alexandrie est devenue égyptienne par la construction de ce canal qui la reliait au Nil, mais qui a été creusé de main d'homme. Donc c'est une ville avec une histoire un petit peu particulière, qui commence, donc qui débute à l'époque hellénistique et qui continue encore aujourd'hui, avec une très longue histoire, et puis évidemment très connue de par son phare, de par ce premier phare construit au monde, ce très grand phare. Et justement, quand on plonge au large de Kite Bay, qu'est-ce qu'on découvre réellement sous l'eau ? Alors le site est extrêmement vaste, je ne vous vois pas, alors je ne sais pas si vous avez enclenché la... On a enclenché la vidéo. Eh bien voilà, donc vous avez, les images parlent certainement bien mieux que les mots. Donc c'est un site d'une très grande surface, puisqu'on a 1,6 hectare de blocs architecturaux qui s'étendent au pied du fort Kite Bay. Et donc là on est typiquement sur les ruines du phare et sur les ruines des constructions qui entouraient le phare à l'époque antique. Donc c'est un site exceptionnel, c'est probablement
l'un des plus grands ou le plus grand site d'architecture immergée au monde. On a plus de 5000 pièces qui ont été référencées dans nos bases de données, donc c'est un site d'importance première. On a non seulement donc des blocs d'architecture, on a aussi de la statuaire, mais on a également une collection extrêmement rare qui est une collection de métaux de construction. Donc des pièces en métal qui ont servi à relier les blocs entre eux et qui permettaient de maintenir la maçonnerie. Ce qui explique très probablement l'extrême longévité de ce bâtiment qui était très exposé aux intempéries. Alors, vous m'avez envoyé des photos impressionnantes, autres que cette vidéo. On voyait notamment des plongeurs en train de dessiner des croquis ou je ne sais quoi. Vous allez nous expliquer ces photos justement. Il y avait des plongeurs avec des sortes d'ardoises dans les profondeurs, qui essayaient de redessiner, je pense, ce qu'ils voyaient sous l'eau. Alors tout à fait. Alors je vais revenir sur cette documentation que je vais partager avec vous. J'ai envie que le téléspectateur puisse voir le travail monstre qui est fait justement avant de pouvoir ressortir une pièce des profondeurs de l'eau. Alors il faut que il faut que je m'exerce. Voilà. Alors normalement vous devriez pouvoir voir mon écran. Effectivement. Alors attendez, je vais vous montrer donc quelques photos. Et justement, vous, en quoi consiste votre travail dans ce projet? Mon travail dans ce projet a plusieurs facettes. Je dirige la fouille, donc d'un point de vue scientifique. Alors attendez, je vais relancer mon partage parce que je n'arrive pas. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer quelques photos, justement. Alors voilà, là vous voyez typiquement, je vais vous la cadrer de façon à ce qu'elle rentre dans la fenêtre. Alors, ce n'est pas ça. Oh là là. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Non, pas du tout. Ce sont les aléas du direct et vous avez le droit de pouvoir user de ce temps. Il est à vous, donc faites bon usage de ce temps. Nous sommes patients et nous avons hâte de découvrir justement tout ce que vous avez à partager avec nous. Oui, je n'arrive pas à cadrer correctement ça dans l'image. Donc là, vous voyez typiquement un plongeur travailler sous l'eau. D'accord. Je pense que vous n'en voyez qu'une partie. Mais bon, comme je n'ai pas de visuel sur ce que vous voyez, je suis désolée. Non, il n'y a aucun problème. Alors justement, le travail de ces plongeurs. Des techniques, en fait, auparavant, nous travaillions avec des techniques très traditionnelles, mètre, ruban, calque, comme vous pouvez le voir. Nous travaillons toujours d'ailleurs avec un calque et un crayon sous l'eau, calque synthétique, crayon papier, qui nous permettent de dessiner, d'annoter tout ce que nous voyons sous l'eau. Aujourd'hui, nous utilisons plus spécifiquement un système qui s'appelle la photogrammétrie, donc qui consiste à prendre des clichés, des éléments qu'on veut modéliser et ensuite les traiter dans un logiciel adapté qui permet de fabriquer les 3D. Et donc on peut à cette occasion-là fabriquer soit des 3D, donc des copies numériques du site dans son entier, soit fabriquer des copies numériques, des blocs plus spécifiques qui nous intéressent pour ce qu'on appelle les travails d'un stylo, c'est-à-dire le remontage des pièces entre elles, des fragments pour former un bloc, et puis de plusieurs blocs pour former une partie d'architecture. Donc là, typiquement, sur le site, sur la fouille sous-marine, là vous voyez, d'ailleurs là c'est moi qui suis en train de dessiner, donc là je suis en train de relever un bloc qui appartient à la porte monumentale du phare. On procède également sur le site à des travaux de déplacement de pièces qui nous permettent d'analyser les différentes couches de blocs qui se trouvent immergés sur le site. On a à certains endroits des épaisseurs très importantes de blocs tombés les uns sur les autres sur 4-5 niveaux. Donc il est important de pouvoir les déplacer. Alors justement, vous avez fait quoi de la première fois que vous avez plongé, vous avez découvert ce trésor-là? Alors, je crois que la première plongée date
très longtemps. Alors, ce qui est très impressionnant, en fait, quand on arrive sur ce site, c'est évidemment la taille des objets, la taille des blocs. Mhm. Euh, on a, les plus gros blocs font 60 tonnes. Wow. Euh, et parfois, sur plusieurs mètres de long, on a des blocs qui font une dizaine de mètres de long. Forcément, c'est extrêmement impressionnant de se retrouver face à ces géants sous l'eau, d'autant que la visibilité sur le site est relativement faible, de par la pollution générale qu'il y a en Méditerranée. Mhm. On a sous l'eau une visibilité relativement restreinte et donc on se retrouve très souvent confronté à des découvertes subites Oui. en face du bloc. Euh, Justement, tout l'intérêt en fait du jumeau numérique, c'est d'effacer ce problème de visibilité, donc Mhm. lié à la suspension qu'on a dans l'eau, et donc d'avoir une vision extrêmement claire du site. Ça nous Mhm. permet évidemment de gérer le site, d'étudier le site, mais également donc de pouvoir communiquer avec le grand public au travers de ces images qui sont des images évidemment très épurées. Et quels sont les objets ou les vestiges que vous avez réussi à reconstituer qui appartenaient au phare? Alors, nous avons reconstitué des parties du phare, notamment sa porte d'entrée, cette porte Mhm. monumentale en granit qui Mhm. est quasiment complète sous l'eau, en plusieurs fragments, mais Mhm. complète. Nous avons retrouvé des parties du soubassement, des parties du perron, des parties de sa maçonnerie, des morceaux d'encadrement de fenêtres. Il faut imaginer qu'on a probablement pas plus d'un dixième du site sous l'eau. On a ce qui a été préservé du regard des récupérateurs. Donc on a les blocs qui n'ont pas été récupérés pour construire d'autres bâtiments et on a le métal, ce qui est exceptionnel parce que généralement ce métal est systématiquement récupéré. Mais étant donné qu'il y a une partie du bâtiment qui s'est effondrée sous l'eau, il reste ce métal qui a servi au lien des blocs qui a été conservé de par son immersion. Donc des pièces extrêmement importantes. Et donc, On a également, que vous connaissez bien, de la statuaire. Donc je vais tenter de vous montrer quelques éléments de statuaire. On va passer ici. Euh, alors on a pu voilà. voir, oui. Donc là, vous avez. Alors, en statuaire, on a. Les plus connus sont les deux statues colossales Mhm. représentant un roi en pharaon, un roi grec en pharaon, et Mhm. ça paraître donc sa reine en Isis. Euh, donc le colosse masculin, le colosse du roi, est actuellement s'élève devant la bibliothéca. Tandis que l'Isis a été remontée dans une des cours du musée gréco-romain, le nouveau musée gréco-romain récemment rouvert. Donc des pièces très importantes qu'on pensait à un moment donné pouvoir s'élever devant le phare. Or on sait aujourd'hui, enfin je peux aujourd'hui vous affirmer que ces éléments ne s'élevaient pas devant le phare, mais devant un bâtiment qui se trouvait à côté du phare, dont on a également retrouvé des parties des ruines. On a retrouvé là une porte de style égyptien, une porte de pylône. Mhm. Euh, on a plusieurs éléments et on a retrouvé des éléments des pylônes eux-mêmes. Donc on peut aujourd'hui affirmer qu'à côté du phare s'élevait un temple grec, enfin d'époque grecque, mais de style égyptien. Donc on avait un phare de style vraiment typiquement grec et à côté de ça on avait un bâtiment dont on ne peut pas définir réellement la fonction, mais on peut supposer effectivement que c'était une entrée de Téménos, puisque on a une porte de style égyptien insérée à un pylône, à des pylônes. Alors justement, ça prend combien de temps pour remettre à neuf ces statues? Alors, ça dépend par quels moyens. Exactement, parce que ça doit être un travail monstre. C'est un travail très important. Donc là, vous voyez typiquement le travail d'anastylose, donc qui consiste à recoller virtuellement les fragments et les éléments entre eux. Donc là, cette statue d'Isis qui comprend trois fragments, trois parties. On a deux fragments qui appartiennent à son corps et la couronne qui était posée sur sa tête, qui était probablement enfin, un élément monolithique au moment de la fabrication de cette statue, qui a subi probablement une chute puisque la couronne a été détachée et remontée sur la statue par la suite.
Donc cet Isis, là vous avez aussi la restitution virtuelle donc, du colosse. Donc là on a fait des 3D et ces éléments on les a remontés virtuellement entre eux pour fabriquer les statues. Donc là vous voyez une petite vidéo, j'espère que vous la voyez, Oui. sur voilà, la façon dont on travaille. Ensuite, à partir de ces copies numériques, on peut tenter de restituer les parties manquantes, c'est-à-dire restituer l'élément dans son entier. Donc là, on voyait la tentative qu'on a faite sur la statue Isiaque, comment on a commencé à travailler sur sa restitution globale. Donc en fait, c'est un puzzle géant que vous faites sous l'eau. Alors tout à fait, c'est exactement le terme. Effectivement, c'est un puzzle géant qui demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes en moyens humains et avec des temps d'études qui sont évidemment beaucoup plus importants que dans un contexte terrestre. De par la difficulté d'accès au site, puisque vous savez qu'il y a de nombreuses tempêtes sur la côte alexandrine, donc il faut évidemment ouvrir des missions en période de temps calme, relativement calme, et puis de par le contexte de la visibilité relativement faible. Donc il est certain que la photogrammétrie, comme vous pouvez le voir sur cette image, nous a aidé évidemment à accélérer nos processus d'études. Donc là, vous avez la restitution de l'entrée du phare avec les différents blocs qui ont été trouvés sous l'eau, qui ont été modélisés et, de façon à restituer l'architecture dans son entier. Et justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de son aspect réel au phare? Alors aujourd'hui, je vais vous partager un autre document. Parce que, est-ce que, par exemple, vous aviez, je sais qu'au cours des siècles, plusieurs personnes se sont mises à imaginer la forme qu'a pu avoir ce phare qui a beaucoup fait parler au cours de l'histoire. On a imaginé des formes différentes. Vous, aujourd'hui, quel est le résultat que vous avez réussi à faire de ce phare? Alors, si mon ordinateur le veut bien, je vais vous partager un autre document. Alors, nous avons monté, donc, comme vous le citiez, si justement, soutenu par la Fondation Dassault Systèmes, nous avons monté un groupe d'études, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de façon à pouvoir attaquer la question sous 2 aspects. Un, sur la documentation ancienne, refaire un inventaire complet de cette documentation ancienne, puisque le dernier inventaire qui avait été fait datait du début du XXe siècle, et il avait été publié par cet archéologue allemand Hermann Tirsch, qui avait dans sa somme publié la documentation qui avait disponible à l'époque. Nous avons remis à jour cette documentation en faisant de très jolies découvertes, aussi bien sur la documentation antique que sur la documentation d'époque médiévale. Parce que, comme vous le savez, le phare a une très longue vie. Il est construit au tout début du IIIe siècle avant notre ère. Et sa fonction de fanal s'arrête au tout début du XIVe siècle, en 1303 très exactement. Et les ruines continuent de survivre. La dernière mention des ruines que nous avons sur le site date de 1435. Wow. Donc 40 ans avant la construction du fort Kite-Bey. Donc c'est une durée de vie extrêmement longue. Et évidemment, au cours de sa vie, le phare a été décrit, dessiné sur divers supports pour la période antique. On a des terres cuites, on a des monnaies. Alors, je vais tenter de vous partager quelques-uns de ces documents. On va revenir là. Donc là, vous l'avez sur une mosaïque. Oui. Elle veut bien se cadrer, voilà. Vous l'avez donc sur des monnaies d'époque romaine impériale, du règne de Domitien au règne de Commode. Il est des monnaies qui sont frappées à Alexandrie, donc par des graveurs qui ont le phare sous les yeux. Donc avec des détails qui parlent véritablement des différentes parties
qui le constituaient, comme cette rampe, ce soubassement, les 3 sections que l'on retrouve de façon quasi systématique sur les monnaies, pardon, et qui parfois, donc pour la 3e section, sont réduites à, là par exemple, la statue sommitale pour cette section. On reconnaît la porte à la base du phare. Donc voilà. C'était un monument très imposant. Tout à fait, un monument très imposant, de grande taille, ce qui est systématiquement rapporté dans les écrits de l'époque. Ce verre de Begram, son image a voyagé très loin. Ce verre à l'effigie du phare a été retrouvé en Afghanistan. Ah, carrément. Oui. Donc, et on a également des terres cuites, dont une très jolie collection qui se trouve au musée gréco-romain, malheureusement dans les réserves du musée. Mais donc des terres cuites qui sont probablement les documents les plus anciens décrivant le phare. Donc voilà, toute une somme de documentation sur la période antique qui aide à comprendre la forme qu'il avait à l'époque, qui aide à caractériser les détails de sa décoration, son style, et donc qui nous permettent de confirmer que assez tôt, en fait, le phare est constitué de ces 3 sections caractéristiques, donc cette section carré pour la base, octogonale pour la 2e section et circulaire pour la partie supérieure, avec probablement à la période antique une statue à son sommet et ces fameux tritons qui étaient disposés aux angles de la 1re section. Et justement, avec donc ce soubassement. Oui. Pardon ? Justement, avec votre projet Pharo, vous travaillez à une restitution numérique en 3D. À quoi ressemblera ce phare virtuel, justement? Alors, on va aller le voir. Le voici. D'accord. Donc, pour notre part, nous travaillons évidemment à partir des données archéologiques. Donc aujourd'hui, on peut insérer dans cette restitution la porte qui a été trouvée sous l'eau, et puis un certain nombre d'éléments que je vous ai déjà montrés, notamment les pierres du soubassement et des pierres de son perron, de sa maçonnerie. On peut déterminer aussi la façon dont la maçonnerie a été construite. Mais ensuite, il faut compléter ces informations qui sont partielles à partir de la documentation ancienne. Donc, je vous ai montré la documentation concernant les images de l'époque antique, mais on a également des descriptions très précises qui datent de l'époque médiévale. On a plusieurs auteurs anciens qui ont décrit très précisément le phare, notamment un arabe andalou qui, au XIIe siècle, a fait une description extraordinaire de la construction. Il l'a visité dans son entier, il en a mesuré les parties principales et il nous a décrit son cheminement intérieur de la base, donc de son entrée par la porte du phare jusqu'au sommet du phare. Et il a évidemment mesuré toutes les parties par lesquelles il dépassait, où il les a décrites. Et donc ce fameux auteur, Ibn el-Sher, nous permet aujourd'hui de compléter les parties qui nous manquent, les parties qu'on n'a pas retrouvées sous l'eau. Donc aujourd'hui, on est en capacité de rendre l'image d'un phare plutôt tardif, donc un phare d'époque médiévale, avec probablement des parties évidemment qui ont perduré, donc qui n'ont pas bougé depuis l'époque antique, et puis des parties qui ont probablement été restaurées, on le sait au travers des différentes chroniques, et notamment de la partie sommitale, puisqu'à l'époque médiévale, la statue n'existe plus. En revanche, Ibn Tulun avait disposé tout en haut du phare la première mosquée, la mosquée la plus haute au monde, en tous les cas du monde arabe à cette époque-là, donc qui apparaît sur l'image que l'on restitue du phare aujourd'hui à partir de cette documentation et de la documentation archéologique. Donc là, vous voyez ce phare avec ces différentes sections que je vous décrivais, donc la première section, deuxième section, troisième section, avec cette petite mosquée installée tout en haut de la structure. Et puis la rampe. Donc là, vous voyez comment il est organisé à l'intérieur de sa maçonnerie. On a enlevé la peau de chaque section. Vous voyez la rampe aux 16 arches qui permettait d'arriver jusqu'à sa porte, son socle, qu'on connaît bien maintenant.
et puis la façon dont il est construit, dont sa structure est organisée. Donc, je vais vous montrer différentes facettes de ce phare. Ici, vous avez une coupe sur la section carrée, donc sur la base du phare, et vous voyez comment on retrouve à l'intérieur de cette section les différentes enveloppes qui le constituent. Donc, une construction extrêmement raisonnée, extrêmement solide et très moderne. Extrêmement moderne. Oui, c'est ce que je vois. Et justement, c'est une construction qui a permis au phare de résister à différents tremblements de terre et séismes, mis à part le dernier, bien évidemment. Oui, tout à fait, mais probablement sur une désagrégation progressive du bâtiment qui, arrivé au bout de sa vie, ne permettait plus de faire une restauration simple. Il aurait fallu là repasser par des travaux beaucoup plus importants qui, à l'époque, n'ont pas été réalisés. Donc au XIIIe siècle, au XIVe siècle, on a décidé en fait d'arrêter ces restaurations. Après, évidemment, une série d'événements violents qui l'ont affecté, mais également, sur le long terme, on peut imaginer qu'une construction de cette dimension-là, même si elle était pensée dès le départ comme une construction extrêmement solide, elle avait subi évidemment les attaques du temps et elle n'était plus restaurable. Et puis, il faut évidemment parler de cette fameuse subsidence, de ce phénomène d'enfoncement progressif des terres sous le niveau de la mer. Ce n'est pas la terre qui monte, c'est la terre qui s'enfonce, qui a affecté Alexandrie extrêmement tôt dès sa construction, et donc qu'on a pu, grâce aux jumeaux virtuels qu'on a réalisés sur le site, calculer assez précisément. Donc aujourd'hui, on peut évaluer une subsidence d'environ 3 mm par an, ce qui correspond à 30 cm par siècle. Et donc vous imaginez que sur une vie de 15 siècles, il y a une partie très importante du phare qui s'est retrouvée sous l'eau. Donc toute sa base est passée sous l'eau à un moment donné où effectivement il n'était plus possible de le restaurer. Ce qui fait craindre justement qu'un tiers de la ville d'Alexandrie en 2050 se retrouve sous l'eau. Isabelle Herry, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. J'ai toute l'équipe derrière moi qui me remercie d'avoir fait cette séquence et de pouvoir la diffuser sur Night TV International. Ça a été un honneur pour nous de vous avoir ce matin. Merci infiniment d'avoir été des nôtres et d'avoir été une des invitées de Night TV International. Merci à vous. Alors, je rappelle donc Isabelle Herry qui est chargée du projet Pharo pour la reconstruction du phare d'Alexandrie. Vous êtes architecte, archéologue et chercheuse. Merci infiniment. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Très bonne suite de programme à vous. À très bientôt.